Ce podcast vous est proposé par Philippe Massol. Bienvenue dans notre exploration du jour. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une approche assez fascinante et un peu à contre-courant pour lancer de nouveaux projets. Vraiment une méthode qui bouscule pas mal d'idées reçues. Oui, et c'est important, je crois, quand on voit les chiffres. euh, à peine une idée sur 3000 qui finit par être un succès commercial. C'est énorme. 3000. C'est incroyable. Et la cause principale, souvent, c'est qu'on a du mal à vraiment saisir ce que les clients attendent. Ce qui, forcément, remet en question l'utilité du sacro-saint business plan traditionnel. Oui, ce chiffre est assez interpellant. Alors, face à ça, classiquement, il y a une première manière de faire, n'est-ce pas? La logique qu'on appelle causale. Exactement. C'est l'approche qu'on apprend tous à l'école, en gros, hein. On définit un but, un objectif précis, et puis on cherche les moyens, les ressources pour y arriver. C'est basé sur la prédiction, si je comprends bien. Tout à fait. L'idée sous-jacente, c'est si je peux prédire l'avenir, alors je peux le contrôler. Le business plan, les diagrammes de Gantt, ce sont les outils typiques de cette logique. Mhm. D'ailleurs, c'est assez drôle, hein. Les logiciels de Gantt eux-mêmes, ils sont faits pour être modifiés tout le temps. C'est bien la preuve qu'on sait, au fond, que ça ne se passe jamais comme prévu. C'est vrai. Il y a même une étude sur les 500 plus grosses boîtes américaines qui a montré qu'il y avait en fait très peu de corrélation entre le business plan initial et la réussite réelle du projet. C'est fou, hein. Donc, si cette planification, si elle ne garantit pas grand-chose, finalement, quelle est l'alternative? Qu'est-ce qu'on fait? Alors c'est là qu'intervient une autre logique qu'on appelle procédurale ou effectuation. C'est un concept qui a été pas mal étudié par Sarah Sarasvati. Ah oui. Oui, elle a étudié des entrepreneurs, des super entrepreneurs comme elle les appelle, partis de rien et qui ont bâti des empires. Et eux, eh bien, ils font l'inverse. L'inverse? C'est-à-dire? Ils partent d'abord des moyens qu'ils ont. Le point de départ, c'est qui suis-je, qu'est-ce que je sais faire, qui est-ce que je connais, et c'est à partir de là qu'ils commencent à imaginer des buts possibles, des projets réalisables. D'accord, donc on dit plus prédire, pour contrôler, mais plutôt... On passe à Sujivi. Dans la mesure où je peux contrôler certaines choses, mon futur proche, mes actions, mes ressources, eh bien je n'ai pas besoin de prédire le grand avenir. C'est une posture de contrôle, mais sur ce qui est à notre portée. Ça change tout, effectivement. Ah oui, et ça vient un peu casser les mythes habituels sur l'entrepreneur, hein. Le visionnaire qui prédit l'avenir, celui qui a besoin de sommes folles pour démarrer ou qui prend des risques démesurés. Attendez, pas de risque démesuré. Ça m'intrigue. Comment ça fonctionne alors? En fait, ces entrepreneurs experts, ils gèrent le risque très différemment. Leur question, ce n'est pas combien je peux gagner, mais plutôt qu'est-ce que je peux me permettre de perdre à cette étape précise si jamais ça ne marche pas. C'est le principe de la perte supportable. La perte supportable. Oui, on investit, on ne mise que ce qu'on est prêt à perdre. Du coup, l'action, l'expérimentation, l'adaptation deviennent beaucoup plus importantes que la vision initiale gravée dans le marbre. Regardez Sam Walton, le fondateur de Walmart. Oui. Il n'a pas démarré avec un business plan sur 50 ans pour devenir le roi de la distribution. Il a commencé en répondant à un besoin très simple des gens de son coin, pouvoir se garer facilement devant son épicerie. C'est l'adaptation au retour client qui a construit le truc. D'accord, je vois mieux. C'est très concret. Alors justement, comment on applique cette logique procédurale au quotidien? Si on part des moyens, ça veut dire quoi pratiquement? C'est le premier grand principe. Démarrer avec ce qu'on a. Qui suis-je? Qu'est-ce que je sais faire? Qui je connais? Ces trois questions sont le point de départ. Le fameux qui, quoi, qui? Exactement. J'aime bien l'analogie de la cuisine. La logique causale, c'est je choisis une recette compliquée, puis je vais faire les courses pour acheter tous les ingrédients. Mhm. La logique procédurale, c'est j'ouvre mon frigo, je regarde ce qu'il y a dedans et j'improvise un plat avec ça. C'est parlant. Et cette fameuse perte supportable, comment on la définit? Est-ce que ça ne risque pas de freiner l'ambition? De faire tout petit? Pas nécessairement. Ça permet surtout de commencer, de tester, d'apprendre sans se mettre en danger financièrement ou autre. Prenons un exemple. Euh, Imaginons qu'on ait une idée de quiche révolutionnaire. D'accord. L'approche causale, ce serait de dire il me faut 10 millions d'euros pour lancer ça en grande distribution, trouver les usines, le marketing. C'est un gros pari, très risqué. Oui. L'approche procédurale, ce serait tiens, je vais faire quelques quiches. Ça va me coûter peut-être 20 euros d'ingrédients. Je vais en offrir à un ami restaurateur pour voir ce qu'il en pense, avoir son retour. Petit pas par petit pas. Exactement. Si le retour est bon, peut-être que j'investis 300 euros pour en faire un peu plus et tester la vente dans un petit marché local. On avance comme ça, à risque quasi constant et surtout très faible au début. On augmente la mise progressivement.
Voilà. Et on cherche d'abord à obtenir les choses gratuitement ou presque. Se faire offrir, puis emprunter, puis louer, puis acheter d'occasion. L'achat neuf, ça vient vraiment en dernier recours. L'ambition, elle se construit sur les validations successives du marché, pas sur un rêve initial. C'est logique vu comme ça. Et l'entourage, les autres, dans cette démarche. On entend souvent qu'il faut garder son idée secrète au début. Ah, ça c'est une autre idée que la logique procédurale remet en cause. C'est le troisième principe, la co-création et les partenariats. Donc, pas de secret. Plutôt l'inverse. On cherche activement à s'entourer de partenaires, que ce soit en interne dans une entreprise ou des acteurs externes qui ont un intérêt commun à ce que le projet réussisse. Des gens qui vont s'engager concrètement. Et on leur demande quoi à ces partenaires? De l'argent. Pas forcément, ou pas tout de suite. On leur demande des choses qui ont beaucoup de valeur pour le projet, mais qui leur coûtent relativement peu. Ça peut être une mise en relation clé, l'accès à du matériel qu'ils n'utilisent pas à 100%, un peu d'espace de stockage comme une chambre froide vide. Des engagements qui ne sont pas forcément financiers au départ. Tout à fait. Il faut identifier ses partenaires potentiels, mais aussi, et c'est important, repérer ceux qui pourraient être des détracteurs ou nuire au projet, et les éviter ou les contourner. Très clair. Il reste une question. Si on n'a pas de plan détaillé, comment on gère les imprévus, les surprises? Parce qu'il y en a toujours, hein. Alors ça, c'est peut-être le principe le plus étonnant. On ne cherche pas à éviter les surprises, on cherche à les exploiter. Ah bon? Oui, c'est le principe du patchwork fou ou de l'exploitation de la contingence. On accepte et même on provoque parfois l'inattendu. C'est ce qu'on appelle aussi le sense-making, donner du sens après coup. Donner du sens après coup. Oui, l'action précède souvent le but final. On agit, il se passe des choses inattendues, et c'est en réfléchissant à ces surprises qu'on ajuste la trajectoire, voire qu'on trouve le véritable objectif. Pensez à l'histoire du micro-ondes. La barre chocolatée fondue? Exactement. Une observation fortuite, une surprise, qui a mené à une innovation majeure. Dans cette logique, le hasard, l'erreur, la surprise ne sont pas des ennemis. Ce sont des... Des sources d'informations et d'opportunités. Et c'est une perspective fascinante. Vraiment. Mais, alors, est-ce qu'il faut complètement abandonner la planification, le business plan, le Gantt, tout jeter? Non, non, pas du tout. Les deux logiques, causale et procédurale, ne sont pas ennemies. Elles sont plutôt... Séquentiel ou complémentaire. C'est-à-dire... On commence généralement par la logique procédurale quand on est dans une situation de grande incertitude, typiquement au démarrage d'un projet innovant. C'est idéal pour explorer, tester, apprendre sans trop risquer. Et ensuite? Ensuite, au fur et à mesure que les choses se précisent, que l'incertitude diminue, que le modèle économique devient plus clair, eh bien on peut progressivement basculer vers une logique plus causale. La planification devient alors plus pertinente, plus utile parce que la prédiction est devenue un peu plus fiable. D'accord. Donc si je tente une synthèse, il s'agirait moins de suivre un plan hyper rigide vers un but fixé à l'avance que d'agir de manière agile, intelligente, avec les moyens qu'on a sous la main, tout en maîtrisant le risque, en se fixant cette perte acceptable, et puis être prêt à transformer les surprises, bonnes ou mauvaises, en opportunités pour construire son chemin au fur et à mesure. C'est exactement ça. On ne cherche pas à deviner un futur unique et à parier dessus, mais plutôt à construire activement un futur possible parmi d'autres, étape par étape. On se concentre sur ce qu'on contrôle. Nos actions, nos ressources, nos choix, notre perte acceptable. Et ce qui est fort, je trouve, c'est que même si un projet lancé comme ça n'aboutit pas à l'objectif initial, ce n'est pas forcément un échec total. On a appris des choses, on a rencontré des gens, on a peut-être découvert d'autres pistes. Absolument. L'échec, entre guillemets, devient une source d'apprentissage. Reprenons l'exemple des quiches. Peut-être que les quiches ne se vendent pas, mais en discutant avec les restaurateurs, on réalise qu'ils ont tous un problème avec le nettoyage des angles dans leur cuisine. Ah! Et hop, ça peut donner naissance à une nouvelle idée. Développer des baguettes d'angle spécifiques pour les cuisines professionnelles. C'est un pivot. L'échec initial nourrit le projet suivant. Comme on dit parfois, quand on perd, on gagne quand même des informations, de l'expérience. Oui, quand on perd, on gagne quand même. J'aime bien cette idée. Tout à fait. L'échec est redéfini comme une donnée, une étape pour la suite. C'est vraiment une perspective stimulante pour aborder différemment les projets qu'on peut avoir, que ce soit en entreprise ou à titre personnel. Comment est-ce que cette logique procédurale pourrait s'appliquer concrètement? C'est une bonne question à se poser. Oui, c'est une réflexion intéressante à mener. Et d'ailleurs, pour ceux qui voudraient approfondir cette réflexion stratégique ou voir comment développer de nouveaux projets en entreprise en utilisant peut-être cette approche, la discussion peut continuer. Philippe Massol est joignable sur LinkedIn pour échanger sur ces sujets. Excellente suggestion.
C'est un sujet riche. Merci beaucoup pour cet échange passionnant. Merci à vous.